Vous allez voir maintenant l'histoire incroyable d'un jeune homme qui se bat contre sa propre famille. Suite à un accident, il a perdu la vue. Ce monsieur est non-voyant aujourd'hui. Il avait touché, lorsqu'il était petit, l'argent de l'assurance qui était bloqué jusqu'à ses 18 ans. Et le jour où il a voulu récupérer cet argent, malheureusement, il s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien. Ses parents lui ont tout pris et nous nous permettons de l'affirmer car cela a été jugé, mais ils n'ont rien remboursé à ce jour. Et c'est un véritable combat qu'il mène maintenant. Et il a besoin de cet argent, c'est pour ça que nous voulons l'aider. Devoir s'attaquer à ses parents est une épreuve difficile. C'est pourtant ce que doit faire Frédéric. Indemnisé pour un accident qui l'a rendu aveugle, Frédéric n'a jamais touché son argent. Pourquoi je m'énerve parce que c'est de la mauvaise foi de votre part. C'est vraiment de la mauvaise foi. Vous êtes des mauvais parents. Ça y est, Fatidi, eh ben tant mieux si on est des mauvais parents. Mais tant mieux. Parce que moi, c'est inadmissible ce que vous avez fait. Pire, ce sont ses parents qui l'ont dilapidé. Le tribunal a voulu, oui, stigmatiser le comportement de ses parents qui ont une attitude absolument inqualifiable à l'égard de leur fils. Inqualifiable. Incroyable, inimaginable, et pourtant vrai. Mes parents, ça a été dépensé en 3 mois. J'ai vu les preuves sous les T'as yeux. vu la preuve? Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois pas, je croyais que tu voyais pas, toi? Les rancœurs sont terribles. Vous vous en fichez ? Mais comment une famille peut écarter l'un de ses fils, handicapé de surcroît? Qu'attendez-vous de cette émission aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout simplement, j'attends de l'émission qu'on m'aide à comment je veux dire ça ? À récupérer cet argent ? À récupérer cet argent. Depuis 10 ans que je me bats pour ça et il y a eu des jugements qui ont été rendus. Et malgré ça, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai toujours pas cet argent. Ce qui vous fait beaucoup de peine, c'est que ce soit vos propres parents qui vous aient fait ça ? Oui, énormément. Mais est-ce que vous avez pu en parler avec eux, monsieur ? Il y a aucun... Honnêtement, le dialogue n'est pas possible avec eux. Soit ça va être des cris ou des menaces, donc c'est pas la peine. Combien lui doivent-ils exactement ? Aujourd'hui, ils me doivent à peu près, je vous parle en euros parce qu'en francs, je sais pas, la bagatelle somme de 84 000 euros. D'accord. Et ils sont propriétaires d'une maison ? Ils sont propriétaires d'une maison. Monsieur, quand on est passé au tribunal la dernière fois en novembre 2005, a joué les malheureux, a prétendu qu'il était Rémi. Et puis subitement, au 1er janvier 2006, il crée une entreprise, tout va bien pour lui. Et puis moi, je suis là, à attendre mon argent. Comme un pauvre abruti, excusez-moi l'expression. Non, mais je vous comprends, monsieur. Mais je sais pas. Et je me suis présenté chez ma mère, elle a eu l'audace de nier qu'il n'avait pas d'entreprise. C'est pas vrai. Alors, en 3 parties, nous allons essayer de revenir sur cette tragique histoire et tout faire, je vous l'assure, pour aider ce monsieur. Timothée Vienne, notre journaliste, va déjà nous expliquer les 2 accidents de Frédéric, puisqu'à chaque accident, il a perdu un œil. Comment tout ceci a d'abord commencé. Voyons le reportage de Timothée Vienne. Lire le programme télé n'a rien d'anodin ou de banal pour Frédéric. Il lui faut plusieurs heures pour parcourir cette Bible de 500 pages, entièrement rédigée en braille. Là, il y a vœux majestique, c'est de l'anglais, moi, puis l'anglais, c'est deux. Donc 20h50, cinéma, vœux majestique, comédie dramatique de Franck Darbont. Je connais pas. Au début des années 50, le sénateur MC Carty fait trembler Hollywood. Fait trembler Hollywood. Depuis 23 ans, Frédéric vit dans l'obscurité totale, la nuit et le jour. Il est aveugle, la résultante tragique d'un double accident dont les conséquences physiques sont loin d'être les seules. C'est cette incroyable histoire, ce destin hors du commun, que nous allons maintenant vous raconter. Notre enquête débute ici, à la rédaction de Sans aucun doute, par un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, Frédéric, 32 ans, nous appelle à l'aide.
Il se dit victime de ses propres parents. Il les accuse d'avoir dilapidé la totalité du capital accident versé par son assurance, une somme considérable qu'ils auraient dû lui remettre à sa majorité. Je vous ai contacté parce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec les parents, il n'y a pas moyen de leur faire admettre qu'ils ont dépensé mon argent et qu'il faut qu'ils me le rendent. Je trouve pas ça normal que les parents puissent faire ça à leur propre enfant. C'est inacceptable. C'est immoral. C'est tout ce qu'on veut. 4 jours plus tard, direction l'ouest de la France, nous allons mener l'enquête sur le terrain et recueillir des témoignages. Je trouve ça dégueulasse qu'on puisse en arriver là. L'argent est sans servi pour eux et puis ils l'ont gardé. C'est lamentable. Pour moi, c'est des choses qui se font pas. C'est violent, c'est douloureux. Ça l'a rendu un petit peu, on va dire, un peu dépressif. Et encore aujourd'hui, il s'en remettra jamais. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'épilogue de cette douloureuse affaire. Auparavant, nous allons vous raconter dans quelles circonstances dramatiques Frédéric a perdu la vue alors qu'il était encore un tout jeune enfant. J'avais 6 ans, j'étais à l'école et on jouait comme tout gamin dans la cour de l'école et j'étais dans le bac à sable et puis l'heure de la rentrée a sonné et en sortant du bac à sable, j'ai trébuché sur le rebord et je suis tombé et j'ai perdu la vue de l'œil gauche. D'ailleurs, j'ai une petite cicatrice au coin. Ça avait cassé mes lunettes. Mais la malchance s'acharne sur Frédéric. 3 ans plus tard, le garçonnet est victime d'un second accident. Un accident qui s'est déroulé ici, dans cette ancienne école primaire, reconvertie depuis en administration. C'était la fin de l'année scolaire, on jouait avec mes petits camarades et là on me demande j'ai accepté de servir de prisonnier, donc j'avais les jambes et les bras attachés et puis on me demande de marcher. Donc j'ai marché et en descendant la marche, je suis tombé par terre. Donc là j'ai les lunettes qui ont été cassées, je saignais. Au coin de l'œil, là, j'ai une petite cicatrice. Et suite à cet accident-là, 15 jours après, je l'ai perdu la vue. Je me suis demandé ce qui m'arrivait, quelque part. Parce que le soir, c'était en été, le soir, tu te couches, il y avait du soleil, tout ça, et le matin, tu te lèves, tu vois plus rien. J'ai même demandé à mon frère jumeau s'il faisait jour, quelle heure il était. Il m'a dit, il fait jour, il y a du soleil dehors. Mais je dis, David, parce que je vois plus rien. C'est avec un peu d'émotion que je le dis. À 9 ans et demi, Frédéric comprend qu'il est atteint d'une cécité totale et définitive. Comment est-il parvenu à surmonter son handicap? En quoi cet accident est-il à l'origine d'un sordide différend familial? Comment ses parents vont-ils réagir face à leur fils, puis devant notre caméra lorsque nous irons à leur rencontre? C'est à ces questions essentielles et à bien d'autres que nous allons tenter de répondre dans la suite de notre enquête. Voilà, en ce qui concerne donc cette première partie de reportage, quand vous avez ces accidents, à l'époque, les rapports avec les parents étaient bons, ou ça a toujours été des rapports conflictuels avec eux? Non, les rapports conflictuels ont commencé tout simplement quand j'ai rencontré ce qui est devenu mon ex-femme. Ça a démarré de là, c'est-à-dire il y a 10 ans. Ouais. Nous avons Timothée Vienne qui est en ligne avec nous, notre journaliste qui mène cette enquête. Timothée, bonjour. Bonjour Julien. Alors Timothée, nous avons vu la première partie de votre enquête, ces 2 accidents. Passons maintenant au deuxième volet, la vie après l'accident et le quotidien de Frédéric aujourd'hui, qui je suppose, c'est ce que nous allons voir, a besoin de cet argent pour essayer de faire des projets dans sa vie. Absolument, il a besoin de cet argent parce qu'il a des projets, avec sa femme notamment, celui d'avoir un enfant et de l'élever dans des bonnes conditions. Il faut savoir qu'il lui est également très difficile de travailler, qu'il vit aujourd'hui grâce aux indemnités que l'État lui verse, mais qu'évidemment, pécuniairement, c'est toujours très difficile, d'où la nécessité pour lui de recevoir cet argent et cette indemnité très rapidement. Nous allons voir donc la deuxième partie de l'enquête de Timothée Vienne, la vie après l'accident et le quotidien aujourd'hui de Frédéric qui est présent sur notre plateau. Regardez un reportage sans aucun doute.
À la suite de son accident, Frédéric poursuit sa scolarité dans un établissement spécialisé de la banlieue nantaise. Plus tard, il suit une formation d'accordeur de piano. De retour dans sa région natale, à l'âge de 20 ans, il fait la connaissance de Claudine et Jean-Jacques, les responsables d'une association d'aide à l'insertion des handicapés. Frédéric a tenu à rencontrer ce couple auquel il est très attaché en notre compagnie. Il ne les avait pas revus depuis longtemps. Comment vas-tu? Ah, bien, mon petit. Ah, bien. Je suis content de te voir. Bonjour. Ça fait un an que tu m'as pas vu, ça y est, tu me dis toujours la même chose. Oh bah non, j'y crois pas. Je me présente. Je t'ai toujours engueulé, je vais pas arrêter, non. Oh bah non. Dans cette association, on avait fait une branche pour les non-voyants, pour qu'ils discutent entre eux des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans la vie et tout ça. Et donc Fredo est venu. Je savais que je pouvais compter sur eux quand j'avais pas le moral. Hop, ils venaient, je les appelais, ils venaient. Ouais. On allait se balader, beaucoup changer. Carré, ça me change, ça me remettait d'aplomb. J'aurais bien aimé avoir une famille comme ça. Ouais. Grâce à l'association, Frédéric fait la connaissance d'une jeune femme avec laquelle il connaît sa première relation amoureuse. Ça s'est fait comme ça. Et elle venait à l'association parce que bon, c'était une jeune femme que je connaissais depuis qu'elle était toute petite. Et donc elle est venue à l'association, Fredo était là, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Bon, après, la vie a fait le reste. Depuis, Frédéric a refait sa vie. Il s'est installé avec Olivia, une jeune femme qu'il a rencontrée l'an dernier et qui l'aide chaque jour à surmonter son handicap. Au jour d'aujourd'hui, je suis fier d'être avec Olivia parce que elle s'est bien adaptée à mon handicap. Elle me fait pas de cadeaux non plus. Ça faut le dire. N'importe quoi. Ouais, si. Elle me laisse cuisiner, même si des fois je cuisine avec trop d'huile. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, Olivia, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Olivia, elle, a été surprise par l'acharnement de son compagnon à refuser la dépendance. Il est très autonome. Je veux dire, s'il cherche un truc, il va savoir où il va l'avoir posé, il va savoir aller dans les chambres s'il veut aller chercher à se changer. Pour moi, je me suis tellement habituée à son handicap qu'il n'y a pas du tout d'handicap. Oui, je coupe les pommes de terre au toucher, c'est pas le même... nous les aveugles, on a le toucher hyper développé. Donc tu prends une pomme de terre comme ça, elle est épluchée, elle est humide, t'en prends une autre, c'est pas du tout la même texture. Toutefois, le soutien de sa compagne lui est indispensable pour lui permettre de se repérer dans la ville. Grâce à elle, il a appris plusieurs trajets par cœur. Il peut ainsi se rendre seul à la banque ou au supermarché. Quand je vois un obstacle, comme là il y a un poteau, 2 poteaux, dont un poteau électrique et l'autre poteau de signalisation de la rue, je lui dis quand il y a des barrières comme ça qu'il faut faire attention de ne pas tourner à cet endroit parce que c'est pas la route, la rue n'est pas terminée, de continuer. Donc si je lui dis de continuer, c'est d'essayer de suivre s'il y a encore une barrière. T'as vu ça là, ouais. Ça commence à monter. Ouais. Au niveau du mur, ça ouais. Monte. Ouais. Comme ça. Là, ouais. Tu commences là. Tu retournes comme ça. Et tu te retrouves face au passage piéton. Parce que là, il n'y a pas de bateau. Ah, il n'y a pas de bateau là. Ah ouais. Il n'y a pas de bateau. Les difficultés de Frédéric empêchent ce couple de regarder l'avenir avec sérénité. Ils aimeraient simplement pouvoir concrétiser leur projet. Je veux qu'on tourne une bonne page, la page une bonne fois pour toutes, pour que je puisse démarrer quelque chose, vraiment. Voilà donc la deuxième partie de cette enquête. La troisième, nous l'aurons dans quelques instants. La découverte, malheureusement, du poteau rose. Alors, avant de voir ça plus en détail dans le reportage, quelle a été votre réaction quand vous avez découvert ce qui s'était passé? Quand avez-vous su que vous aviez de l'argent, en fait, qui vous attendait? Tout simplement, à l'époque, j'avais rencontré une fille, je me suis mis en ménage avec elle. Et ça n'a pas plu à mes parents. Qui ont fait immédiatement une demande de mise sous tutelle, qui a abouti par un non-lieu d'ailleurs.
Et là, elle me dit, mais savez-vous que vous avez touché un capital quand vous avez eu votre accident? Moi, je dis, bah non, première nouvelle. Mais je dis, mais qui est-ce qui vous a dit ça? Elle me dit, bah, c'est votre mère. Je dis, ah bon? Et je dis, bah, il est où cet argent? Ben, elle me dit, là, ça, c'est pas de mon ressort. Elle me dit, moi, je suis là pour juger la demande de mise sous tutelle, qui d'ailleurs aboutit à un non-lieu. Elle me dit, après, il faut voir avec votre avocate, engager une procédure. Alors, nous allons voir par la suite comment vos parents se sont justifiés. Donc, Timothée, nous le verrons juste après. Donc là, nous allons voir dans cette troisième partie d'enquête la découverte, en fait, de cet argent. Absolument. Frédéric vous a expliqué les conditions dans lesquelles il a découvert tout cela. Il faut ajouter peut-être que voilà, l'argument de ses parents, il vous l'a expliqué, c'est que cet argent qu'ils ont perçu, effectivement, eh bien, ils l'ont utilisé dans la maison et dans l'achat d'instruments de musique pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes rendus, vous allez le découvrir tout de suite dans le reportage, nous nous sommes rendus sur place chez ses parents. Et écoutez, sincèrement, quand on voit l'état de délabrement dans lequel se trouve cette maison, les détritus, les objets divers et variés qui jonchent le sol et l'état tout court de cette maison, on a du mal à croire comment 350 000 francs ont pu être investis dans cette maison. Ça a d'ailleurs de toute façon été jugé et relevé dans le jugement. Les experts ont remarqué que c'était tout à fait absurde. Quelle est la profession des parents actuellement? Écoutez, j'ai la preuve ici que son père a créé une société. Sa mère est au foyer, visiblement. Son père a créé une société, elle est toute récente. Cela date du 1er janvier 2006, une société d'abattage, de façonnage et de vente de bois, et qui fonctionne à plein, dans laquelle il travaille avec sa fille, que nous avons également rencontrée, qui est particulièrement agitée. Vous allez le constater tout de suite dans ce reportage. Nous regardons maintenant la troisième partie de l'enquête de Timothée Vienne pour Sans aucun doute. En 1999, alors que Frédéric tente de se reconstruire, coup de théâtre. Convoqué chez le juge dans le cadre d'une procédure de mise sous tutelle initiée par ses parents, Frédéric apprend une information qu'il ignorait totalement. C'est le magistrat en personne qui la lui révèle. Il me dit, bon ben voilà, vous avez eu un accident, vous avez touché un capital d'accident de 450 000 francs. J'étais tout étonné, j'ai dit mais vous êtes sûr? Parce que moi je n'en ai pas eu l'existence, je ne sais pas du tout, pour moi je tombais des nues quelque part, parce que je ne savais pas du tout qu'à cet âge-là on pouvait toucher de l'argent. J'étais petit et pour moi j'avais eu un accident et puis point barre, quoi. Frédéric est totalement abasourdi à l'idée que ses propres parents lui aient caché l'existence de ce capital de 65 000 € qui lui était destiné. Il confie alors la défense de ses intérêts à maître Anne Lorfort, avocat à la cour. Et d'un coup d'un seul, il apprenait qu'une somme lui avait été attribuée, que non seulement on ne lui avait pas dit, mais que cet argent avait été dilapidé. Évidemment, il venait chez l'avocat pour qu'on engage une procédure pour récupérer à tout prix ses fonds dont il avait besoin. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'engager une procédure contre ses parents, c'est pas anodin, c'est difficile. C'est une démarche qui est excessivement difficile. Affronter ses parents dans une enceinte judiciaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est excessivement difficile, c'est violent, c'est douloureux. Devant l'urgence, les parties sont rapidement convoquées au tribunal. Le 15 juin 2002, la Cour rend son verdict. Elle condamne les parents de Frédéric à lui restituer la somme qui lui revient, augmentée des intérêts de retard à compter du 23 février 1999, date à laquelle il aurait dû toucher son argent, un montant qui atteint 84 000 € à ce jour. Je pense que le tribunal a voulu, oui, stigmatiser le comportement de ses parents qui ont une attitude absolument inqualifiable à l'égard de leur fils. Mais inqualifiable. Il y a une volonté du tribunal, à travers la motivation, à travers les motifs de cette décision, de stigmatiser l'attitude des parents. Ça fait aucun doute. Reste une question, comment ont-ils dilapidé cet argent? À l'expert mandaté par le tribunal, la mère de Frédéric a déclaré qu'il avait été dépensé dans l'intérêt de son fils pour l'achat d'instruments de musique et la rénovation de la maison familiale. La Cour n'a pas fait grand cas de ces arguments dans la mesure où aucune preuve n'a été apportée et que l'état de la maison est jugé moyen. Sébastien, le frère de Frédéric, partage sa déception et sa colère. Selon lui, ses parents se sont simplement enrichis aux dépens de leur fils handicapé. Ils en ont bien profité, puis
On n'a pas vu plus de choses améliorées ainsi qu'ainsi. Que ce soit pour nous comme pour lui, j'ai pas vu plus de choses. L'argent est sans servi pour eux et puis ils l'ont gardé. Quoi. Je trouve ça honteux. Je trouve que je mérite pas ça. Les parents de Frédéric feraient-ils preuve de mauvaise volonté? Au téléphone, nous contactons la gestionnaire de leur dossier à la commission de surendettement. Ils devaient procéder à la vente de leur maison pour recouvrir la dette, mais cette demande est restée vaine. Vous leur aviez demandé de mettre en vente leur maison et de vendre leur maison pour que la demande soit acceptée. Je leur avais donné un an pour faire ça, ils devaient me ressaisir. Or, j'ai pas de nouvelles là d'ailleurs. Donc ils n'ont pas vendu la maison. Je ne sais pas, mais ils m'ont pas donné de nouvelles. Mais je sais que le plan allait jusqu'en fin d'année 2006 à peu près. Et donc, j'aurais dû avoir de leurs nouvelles les derniers mois de 2006. D'accord. Donc aujourd'hui, le délai est écoulé? Oui. Autre information essentielle, comme en témoigne ce document administratif, il apparaît que le père de Frédéric est le gérant d'une société créée au 1er janvier 2006. Il fait commerce dans le domaine de la découpe et de la vente de bois. Il dispose donc à ce titre de revenus réguliers. Il est grand temps de savoir quelle est aujourd'hui la version des parents de Frédéric. Équipé d'une caméra cachée, Frédéric va leur rendre visite. Maintenant, ça a assez duré, j'ai été assez patient. J'avoue que ma patience, elle a des limites. C'est l'heure du face-à-face. Accompagné d'un membre de notre équipe, Frédéric se dirige vers la maison. C'est sa mère, seule à cet instant, qui l'accueille. Je viens pour discuter un petit peu quand même, de savoir quand est-ce que vous allez me rembourser, quand est-ce que vous comptez me rembourser mon argent. Papa, il travaille bien. Il travaille? Qui c'est qui t'a dit ça? Il a monté une entreprise. Mais l'entreprise, c'est ce qu'il a monté, c'est tout petit, c'est-à-dire c'est ce que... Oui, c'est tout petit, il a acheté un camion, il a acheté un tracteur. N'importe quoi. Je sais qu'il vend du bois, faut pas me dire le contraire. Le bois qu'il vend, tu parles, c'est du bois de chauffage? Oui, à 46 € et quelques le ster. 46 €, alors toi tu étais vraiment en dessus du prix. Alors le plus cher c'est du gros et le vend qu'à 38. 38 € par ster, ça va en faire des sters depuis un an. Depuis un an et demi presque qu'il est ouvert. Maintenant, moi je veux savoir quand est-ce que vous allez être remboursé. Mon petit, tu feras comme les autres, t'attendras. Hein. Mais je ferai comme les autres, mais tu ris. On doit revoir le juge, on va attendre. Quand est-ce que vous allez me payer? C'est tout. Tu verras ça. Parce que reconnaissez au moins que vous avez dépensé mon argent. Mais il a pas servi qu'à moi. Est-ce que je t'accuse toi? Je dis vous. Quand je dis vous, c'est toi et papa. Nous, moi et ton père, tout le monde en a bien profité. Qui tout le monde? Donne-moi des noms. Qui tout le monde? Qui tout le monde? Il faut arrêter aussi. Mais qui tout le monde? Donne-moi des noms. Donne-moi des noms que j'aille les voir les gens qui en ont profité. Tu dis, mais pourquoi tu veux rien dire? Parce que j'ai rien à dire pour le moment. Arrête! Et rends-toi l'évidence que vous avez fait une connerie, que vous voulez pas l'avouer, vous voulez pas me rembourser. Eh bien, arrête de t'énerver, hein. Pourquoi je m'énerve? Hein? Parce que c'est de la mauvaise foi de votre part. C'est vraiment de la mauvaise foi. Vous êtes des mauvais parents. Ça y est, t'as fini? Eh ben tant mieux si on est des mauvais parents. Mais tant mieux. Parce que moi, c'est inadmissible ce que vous avez fait. Fin de la discussion et nouveau constat d'échec. À quelques kilomètres de là habite l'une des sœurs de Frédéric. Elle travaille dans l'entreprise familiale aux côtés de son père, malheureusement absent ce jour-là. Attends, il a de l'argent, il travaille. Il a monté une entreprise, il travaille. Tu te calmes parce que l'entreprise, déjà pour commencer, l'argent c'est ce qu'on gagne pour l'entreprise, c'est pas pour te la donner. Si moi je travaillais avec lui, c'est pas pour te donner un centime. T'as bien compris? De toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que l'argent sorte de quelque part. L'entreprise n'a pas à te payer, c'est le personnel ce qu'il a à toi. Ce n'est pas l'entreprise. C'est pas l'argent du travail qui est pour toi. Si moi je travaille, c'est pour me sortir de là où je suis, c'est pas pour te donner un centime. Au cours de la conversation, notre interlocutrice livre une part de l'explication sur la façon dont l'argent a été utilisé. Ton pognon, tout le monde en a profité dans ces cas-là. Mais qui tout le monde? Mais qui tout le monde? C'est toute la famille dans ces cas-là qu'on a profité. Alors t'arrêtes tes conneries. D'accord? Toute la famille. Parce que David, il a fait ses études comment? Mes parents, ça a été dépensé en 3 mois. J'ai vu les preuves sous les yeux. T'as vu la preuve? Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois pas? Je croyais que tu voyais pas toi? En 3 mois, ils ont dépensé l'argent. J'ai les preuves. Ils ont eu le droit. Mais non, justement, ils n'avaient pas le droit. C'était. Pas le droit. Parce que quand t'as un accident, je suis désolé. Il a déclaré au tribunal qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était RMI. Qu'est-ce qu'il fait un mois après? Il monte une entreprise. Fantastique. Mais fantastique. Il a le droit de monter une entreprise. En plus, maman, je dis pas ça. Maman a eu l'audace de me dire ce matin qu'il n'avait pas d'entreprise. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il a une entreprise. Toi tu dis qu'il a une entreprise. Individuelle, mais l'entreprise qu'on a, c'est pas pour toi, c'est pas pour te régler toi.
Je dis que... Tu veux prendre ce pognon qu'on va gagner. Et puis de toute façon, t'es pas le premier de la liste à qui les parents doivent de l'argent. Donc tu seras à la suite. Je suis pas... Ah bah si, je suis le premier de la liste. T'es pas une dette d'État. T'es pas une dette d'État. T'es pas le premier. À l'entendre, le capital accident a profité à tous les membres de la famille, sauf à Frédéric. Et si de son propre aveu, l'entreprise familiale tourne et qu'elle rapporte de l'argent, Frédéric ne fait pas figure de priorité. Dans ces conditions, difficile pour lui d'entrevoir une issue favorable. C'est précisément la raison de notre intervention. À nous maintenant de lui venir en aide. Voilà, en ce qui concerne donc le troisième volet de cette enquête, c'est quand même terrible de se dire que des choses comme ça puissent arriver. Est-ce que vous pouvez leur trouver des circonstances atténuantes ou vous ne pourrez jamais pardonner? Non, c'est un truc que jamais je pardonnerai. Je n'admettrai jamais ça, que des parents puissent faire ça à leur propre enfant. Ça, c'est un truc que je n'admets pas et je ne l'admettrai jamais. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, est-ce que vous pensez que vous auriez une vie de famille normale avec eux aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, quasiment sûr, parce que le poteau rose n'aurait pas été découvert. Ouais. Alors, essayons maintenant de bien comprendre. Timothée est toujours en duplex avec nous. Il va nous aider peut-être à avoir un dialogue avec ces gens-là pour qu'ils nous donnent tout simplement déjà leur explication. On est très précis, Maître Michel. Il gagne en première instance. Les parents font appel, mais trop tard. Donc, ce n'est pas recevable. Donc, ça a été jugé une première fois, une deuxième fois. Et je crois qu'aujourd'hui, ils vont jusqu'en cassation pour essayer à tout prix d'avoir à payer cette somme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant. Quand un enfant de 6 ans a un accident et qu'une assurance verse de l'argent, parce que ça arrive souvent quand même maintenant, trop d'ailleurs sur ce plateau de Sans Aucun Doute, c'est pas un compte bloqué, c'est pas un compte, je sais pas, protégé. Comment les parents peuvent-ils aussi facilement aller prendre de l'argent? Habituellement, la compagnie d'assurance exige qu'on ouvre un compte bloqué pour déposer l'argent dessus. Ce qui s'est passé là, honnêtement, on ne le sait pas très clairement. Par contre, ce qui est certain, c'est que les parents, pour échapper au remboursement, ont mené une bataille juridique, je le dis comme je le pense, écœurante. D'abord, ils essayent de le mettre sous tutelle, puis ça marche pas. Ils vont devant le tribunal. Ils disent non pas on a utilisé l'argent pour lui, ils disent ah, il avait 5 ans pour nous attaquer, ça fait 5 ans et demi. Tribunal rejette. Tribunal rejette, ils vont en appel. Ils vont en appel, ils perdent, ils vont en cassation. Alors bien entendu, la Cour de cassation s'est vouée à l'échec, parce que leur pourvoi n'est recevable que s'ils payent. Et sur un Cour de cassation n'examinera jamais. Donc le problème est réglé, ils sont obligés de payer. Ils n'ont pas utilisé de bons arguments qui pourraient consister à dire on a retiré cet argent parce qu'on a eu besoin de lui acheter de l'appareillage. On s'est trompé de bonne foi, bien sûr. Timothée, je crois vouloir intervenir. Timothée Vienne. Absolument, Julien. J'ai une information supplémentaire à vous communiquer. Il se trouve que le père de Frédéric, qui est sur notre plateau, a été condamné récemment, c'était en 2000, à 4 ans de prison. Pour des faits très graves commis sur l'un de ses proches. Je ne peux pas vous en dire plus. Il se trouve qu'il a effectué 2 ans derrière les barreaux et que Frédéric lui-même, malgré son handicap, a recueilli ce proche victime de son père, qu'il s'en est occupé pour l'aider à remonter la pente. Voilà, ça témoigne du tempérament de Frédéric, un tempérament humain et généreux. Frédéric, c'est un vrai gentil. Et ce que je veux dire, Julien, c'est qu'il ne réclamerait pas cet argent s'il n'en avait pas besoin absolument, quoi. Il ne fait pas ça pour embêter ses parents comme sa mère l'a suggéré. Il fait ça parce qu'il a impérativement besoin de cet argent pour s'en sortir. Bernard Sabat. Julien, avec Maître Michel, on a récupéré un document très intéressant. Cette famille a eu la médaille d'or de la famille française parce qu'ils avaient 11 enfants. Comment peut-on recevoir une médaille par le maire de ce village quand on a des comportements aussi abjects envers un enfant qui est handicapé? Cela est inadmissible, cette médaille devrait être rendue, quelles que soient les raisons de la récompense. C'est illogique. Et monsieur, franchement, je comprends votre haine, votre honte et la peine que vous avez aujourd'hui et on la partage ici tous sur ce plateau, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez fait appel à un huissier pour essayer de récupérer cette somme? Oui, en 2003, j'ai fait appel à un huissier, mais mon père étant malin, sans arrêt à changer de patron. Donc, si vous voulez... Oui, alors, l'huissier qui avait contacté monsieur a fait quelque chose de très bien. Il a inscrit une hypothèque sur l'immeuble des parents. À ma demande. Voilà. Et donc, l'hypothèque étant inscrite, si l'immeuble est vendu, monsieur est payé par priorité. Soit il paye ce qu'ils doivent, soit l'immeuble sera vendu. Il suffit que monsieur, avec son jugement et l'inscription d'hypothèque, aille chez un avocat, l'immeuble est vendu aux enchères et touche son argent. Bon, Timothée, il est grand temps maintenant de passer à l'action. Déjà, de recueillir,
bien sûr le témoignage de ces gens-là qui puissent nous donner leur explication. Absolument. Pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qui n'ont pas le droit de s'exprimer, de nous donner évidemment leur point de vue, soit par téléphone, soit par duplex, mais maintenant il nous faut leur parler. Alors je voulais simplement vous préciser aussi que dans la caméra cachée, qu'on n'a pas pu diffuser en intégralité, évidemment parce que tout cela a été très long, autant la mère que la sœur ont expliqué que Frédéric n'était pas prioritaire, qu'il avait d'autres priorités avant lui et que l'argent qu'il gagnait, ils ont donc reconnu gagner de l'argent, que l'argent qu'il gagnait ne lui était pas destiné et qu'il souhaitait se faire plaisir. Apparemment, ils l'ont dit textuellement de cette manière. Allez, essayons de joindre donc ses parents maintenant au téléphone. La régie fait le numéro. Timothée Vienne se tient prêt pour intervenir s'il le faut. C'est parti. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je me permets de vous déranger quelques instants madame pour tout simplement essayer de comprendre une situation dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mes émissions Sans aucun doute. Voilà, sur un dossier qui m'a été soumis, celui de votre fils Frédéric. Oui. Voilà. Donc, je voulais juste, avec vous, tranquillement, essayer de voir un petit peu ce qui se passait. Donc, Frédéric semble me dire que suite à ces différents accidents, il a touché donc une somme de l'assurance qui aurait dû lui revenir à 18 ans. À 18 ans, il n'y avait plus l'argent. Donc, je sais que vous vous êtes fait... il y a eu des procès, un premier, un appel. Bon, et donc, aujourd'hui, il y a une somme qui est due et qui ne lui serait pas donnée. Alors, je voulais savoir ce qu'il en était. Il vous a prévenu à quand? Il nous a prévenu quand? Je sais pas, il y a quelques jours, quelques semaines, ouais. Ah bon? Parce que c'est bizarre, moi je l'ai vu hier, il m'a parlé de rien. Oui, enfin bon, peu importe, mais aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Ben, il en est que, bon, ben, ça va continuer devant les tribunaux, c'est tout. Ça s'arrêtera pas, puis tant qu'il ne sera pas poli envers ses parents, ça ne marchera pas. Mais est-ce que vous lui avez pris ou pas l'argent sur le compte? De toute façon, ça c'est une histoire entre nous et mon fils. Ah, ben votre fils, il a le droit de venir à la télévision, madame. Oui, ben ça c'est bien. Bon, mais moi je ne parlerai pas sans mon mari, de toute façon. Bon, alors à quelle heure peut-on le rappeler? Parce que là... Ouh là là, monsieur, il sera pas là avant ce soir, pas avant 8-9 heures, ça dépend. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être à Frédéric qui est à côté de vous, là, sur le plateau de l'émission? Non, là, il n'est pas là. Frédéric? Moi, simplement, je dis, c'est trop facile, maman, excuse-moi de te dire ça, de se retrancher derrière ton mari, qui est mon père. Hein, c'est trop facile, vous êtes mariés pour le meilleur et le pire. J'estime que les décisions, tu peux autant les prendre que lui. Parce que pour dépenser l'argent, vous étiez bien tous les deux ensemble. Oui, alors là-dessus, tu ferais mieux de te taire, d'accord? On verra ça plus tard, au revoir. Ah, mais si tu veux, pas de problème. Du côté de la mère de Frédéric, c'est une fin de non-recevoir. Cette famille étant nombreuse, nous avons en notre possession plusieurs numéros de téléphone. Nous en essayons un, dans l'espoir de tomber sur le père. Mauvaise pioche, c'est l'un des fils. Oui, Julien, il est en ligne. Allô? Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger. Vous savez comment je peux joindre votre père? Sur son portable? Oui. Là, aujourd'hui, votre papa, il est au travail? Alors là, je ne sais pas du tout. Bon. Il travaille toujours dans la société là qu'il a montée? Oui. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va essayer de le joindre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. De rien, au revoir. Au revoir. Le père semblant être le personnage principal de ce drame familial, notre quête continue. Nous essayons alors un numéro de téléphone fixe. Sur qui allons-nous tomber? Allô? Oui, je voulais parler La part de qui, s'il vous plaît? de monsieur Courbet. Ne quittez pas. Merci. Allô? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous appeler monsieur, juste pour essayer de comprendre un dossier dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission qui m'a été soumis par l'un de vos fils, Frédéric. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Ça y est, je vois. Donc, nous sommes sur le plateau et nous essayons de comprendre. Le but du jeu n'est pas de dire qui a raison, qui a tort, mais déjà de comprendre la situation et de voir par la suite comment celle-ci peut s'arranger. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait une assurance qui avait été donnée suite à la perte, à ces accidents, à la perte de la vue, de l'œil, qu'à 18 ans, donc l'argent, il n'y est plus, qu'aujourd'hui, il y a eu un premier procès que vous avez perdu, un appel qui a été déposé trop tard, et une somme à payer d'après le tribunal. Et c'est vrai qu'il en a besoin aujourd'hui pour faire des projets d'avenir en tant qu'handicapé. Est-ce que de votre côté, il y a une raison particulière qui fait qu'on ne peut pas lui payer cet argent?
De toute façon, c'est très clair. Déjà, pour commencer, l'argent, il peut pas tout l'avoir parce que je l'ai sorti de la drogue à Paris. J'ai dépensé de l'argent énorme pour sortir de la drogue. Donc, ça, j'ai envie de le laisser droguer à Paris. Déjà, pour commencer. Et puis, d'autre part, quand il vient et qu'il menace de mort sa mère et son père, alors, je regrette une chose, mais il y a pas mal de choses. Et puis, de toute façon, il faut qu'il se... de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait encore passer déjà pour commencer, parce que c'est qu'un petit connard et un merdeux, de toute façon, parce qu'un gars comme ça, il dit de son côté, lui, ce qu'il a, mais il dit pas ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'il a été condamné pour ce qu'il a fait? Comment? Il a dû avoir des condamnations s'il y a de la drogue et tout ça. Non, il n'a jamais été condamné, justement, parce qu'il est handicapé. Tous les juges en ont profité, parce qu'il est handicapé, ils ont dit qu'il avait tous les droits. Alors, vous l'avez sorti de la drogue en payant, donc il vous a fallu de l'argent? Oui. Alors, comment? Oui, mais il faut bien oublier que moi, au tribunal, quand il m'a demandé les décomptes de la drogue, ben oui, mais la drogue, on n'a pas de facture. Hein. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est vous qui avez payé la drogue? Ben non, c'est moi qui ai payé pour sortir. Mais alors, qui vous avez payé pour le sortir de la drogue? Il faisait le truc de drogue à Paris et puis il se retrouvait dans une situation catastrophique. Mais d'accord. Pas le choix, c'était où on donnait de l'argent ou il le tuait. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire, à qui vous l'avez donné l'argent, monsieur? Ah ben à qui C'était où on payait une somme ou alors il descendait ses points. Bon, en tant que parent, je pense que j'ai fait tout pour qu'il... Ah, vous voulez dire que c'est un dealer à qui il devait de l'argent et vous avez avancé l'argent pour pas qu'il soit embêté? Eh ben oui. D'accord, donc vous avez retiré de l'argent de la banque pour aller payer le dealer. Et combien ça coûtait combien? Ah ben il y en avait pour on a donné plus d'1 million. 30 000 euros de drogue? Oui. Ah ben ça, je peux le dire. Hein. D'accord, mais vous l'avez dit au juge? Ah ben ça, on l'a dit au juge, mais il va rien savoir. Ouais. Il se réfugie sur le truc qu'il est handicapé. D'accord, ok. Alors, Maître Michel, avocat à mes côtés. Oui, bonjour monsieur. Vous savez, il y a un problème dans ce que vous nous dites. C'est que le juge des tutelles avait demandé un rapport à un notaire pour savoir ce qu'est devenu les fonds. Et voici ce que votre femme a déclaré à ce monsieur qui était désigné par le tribunal. Madame déclare et reconnaît que 390 000 francs ont été utilisés à la restauration d'une maison d'habitation, celle où vous demeurez, et 60 000 francs pour l'acquisition d'instruments de musique, mais la personne qui est désignée par le tribunal indique que ça a été pour les instruments de musique invérifiable. Ça veut dire, monsieur, que jamais, ni vous, ni votre femme, vous n'avez indiqué au délégué du juge des tutelles que ces fonds, ils avaient été utilisés pour la drogue, je ne sais quoi. Et le tribunal vous aurait jamais condamné autrement, monsieur. Parce que vous étiez représenté devant le tribunal. Vous aviez un avocat, monsieur, devant le tribunal. Alors là, j'avoue qu'on est en plein délire. Bon, on va laisser quand même le soin. C'est Scarface, là, Frédéric. Excusez-moi Alors, expliquez-nous. de cette sourire, histoire. mais c'est de la pure invention de son imagination, ça. Oui, Timothée. Oui, Julien, simplement, j'ai écouté cette conversation. Je voulais simplement ajouter que cette histoire de drogue un peu abracadabrantesque n'est apparue à aucun moment hier dans les discussions que Frédéric a eues autant avec sa mère qu'avec sa sœur. Donc pour moi, visiblement, ça relève de la pure invention. En tout cas, ils ne l'ont pas évoqué hier, à aucun moment. Maître Olivier, il y a aussi quelque chose qui nous chagrine un petit peu. Effectivement, ce qui nous chagrine, ce sont les dates. Quand bien même on pourrait croire que ce père peu diligent a effectivement sorti son enfant de la drogue, il est quand même curieux de constater que l'argent a été versé par l'assurance alors que notre ami avait 9 ans et demi. Qu'il est démontré par les éléments que l'on détient que l'argent a été enlevé par ses parents 3 mois plus tard. Ce qui veut dire que son père serait allé chercher son fils de la drogue à l'âge de 10 ans, à Paris. Tout seul, au milieu de dealers. Il dit ça parce que tous... Oui. Oui, ça a raccroché Madame Julien Courbet, l'émission Sans Aucun Doute. Oui, non, mais j'ai compris, oui. Je suis la fille de... D'accord. Il veut plus reparler pour le moment. Bon, je peux vous parler, moi, 2 secondes? Mais juste vous poser une question, si Oui. Depuis quand il vous a contacté, Je sais pas exactement, madame. C'est une lettre qui est arrivée il y a quelques semaines, je sais pas. Ah, c'est par courrier? Oui, je sais pas. D'accord, parce qu'il s'est bien gardé de vous dire qu'il est venu me menacer chez moi, parce que comme moi je suis souvent avec mon père, il est venu me menacer chez moi. Il a menacé mes parents quand même il y a aussi la même journée. Et il est venu quand, vous menacer? Hier, Bon. il est venu chez moi directement. Et vous avez... Hier matin, il est venu chez ma mère. Et vous avez des preuves qu'il vous a menacé? Ah ben, moi j'ai mon mari qui était avec moi. Hein. Bon, eh ben c'est parfait, ben, on va pouvoir envoyer ça. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon... Madame, écoutez-moi. Il fait, quoi. Eh oui, bien sûr, mais seulement, madame, il y a juste un petit problème. Et je vais vous l'expliquer, où est le problème. C'est que quand il est venu vous voir hier, il était muni d'une caméra cachée et il y avait un journaliste avec lui. Donc tout ce qui a été dit hier dans l'entretien est sur une bande vidéo
que Alors, la femme qui est venue avec lui, c'était une journaliste aussi? Chez mes parents? C'était la dame qui avait le son, qui s'occupait de la technique. Qui est venue hier, une femme blonde? Ouais, tout a été enregistré. Donc je ne suis pas certain que ça soit lui qui vous a insulté au vu de ce que j'ai vu sur la bande, madame. Est-ce que verra le juge? Eh oui. Il a bien joué son petit jeu. Voilà, donc là vous êtes en train de me dire qu'il vous a insulté, mais moi j'ai vu la bande. De toute façon, il a une menace de mort, il n'y a pas de hier, ça date, c'est tout le temps, c'est toujours menacé, on fait toujours Ouais, sauf que lui, il a une bande. Je suis pas trop d'accord. D'accord, enfin, sauf qu'il y a une bande vidéo. Je prendrai toujours la défense de mes parents. Oui, non, mais vous avez raison de la prendre. Alors, simplement, madame, Il en a rien à foutre, c'est pas D'accord. pour lui. Je vous explique. Attendez, madame, juste un point. Du côté de l'une des sœurs de Frédéric, c'est aussi l'impasse. Au téléphone, le père, personnage central dans cette histoire, est toujours injoignable. Nous allons alors tenter un contact visuel au domicile familial. Par contre, pour Frédéric, rien n'est acquis. Ce jeune homme, aveugle, suite à 2 accidents, connaît depuis d'autres malheurs. En effet, lors de son 2e accident, l'assurance lui a versé une forte indemnité, dont ses parents lui ont caché l'existence. Pire, ils ont empoché cette somme. Frédéric est aujourd'hui sans ressources. Il veut récupérer son argent. Pardonnez-moi de vous déranger, je suis Timothée Vienne, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Je peux discuter avec vous 2 petites minutes? Bah écoutez, on a été contacté par votre fils, vous savez, Julien Courbet, vous avez au téléphone. Écoutez, il y a des choses très graves qui sont dites contre vous, donc on voulait simplement... Mais madame, écoutez-moi, simplement. J'ai des choses à vous dire. Et on va se parler, madame. Bien, Manu. Madame est très sympathique. Je veux simplement discuter avec vous, madame. Madame, je suis venu amicalement. Écoutez-moi. Alors, Manu, pose ta caméra. Non, il n'y a rien, je vous dirai rien. mais madame, je vais vous... Je ne vous dirai rien. Alors, vous ne direz rien, mais moi je vais juste vous dire quelque chose, si vous le permettez. On a votre fils qui est venu, qui nous a contacté, qui est sur notre plateau en ce moment, qui dit des choses très graves. Mais il a peut-être tout faux, ce garçon. Peut-être que c'est vous qui avez raison. Moi, je fais mon boulot de journaliste, je viens vous voir pour vous donner la parole et pour que, face à ces accusations, vous puissiez répondre et donner votre avis, madame. Si vous ne répondez pas, vous savez... il faut pas planter la tête dans le sable. Il faut, à un moment donné, vous avez des choses à dire. Vous avez peut-être de très bons arguments à avancer. Mais je ne change pas la position. Donc vous ne contrariez pas sa position. Je ne dirai rien et ça sera comme ça parce que j'ai pas d'abord. Quand on m'a dit que hier. Dites-moi, madame. Je suis prêt à vous écouter. Mais parlez à Julien Courbet. Alors dites-moi, madame. Madame, je pose le téléphone. Cette dame n'est pas super sympa, elle veut pas vous parler, Julien. Mais qu'elle vous parle à vous, Timothée. Alors attendez, madame, écoutez-moi. Allez, soyez sympa, madame, je suis pas venu pour vous embêter. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous-même? Rien du tout, je vous dis que je ne vous dirai rien. Ce que j'ai dit hier, je suis... Mais puisque vous êtes dans votre bon droit, madame, vous n'avez aucune raison de vous taire. Parlez. Je ne parlerai pas, c'est tout. C'est comme ça, et la loi m'autorise à me taire si je veux. Il n'y a aucune loi qui me dit... Oui, mais c'est vrai que la loi, là, en l'occurrence, elle vous a surtout demandé de rembourser votre fils. La loi de... Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je Dites-moi. tiens à vous dire. Non, mais lui, il se demande. Mais peut-être qu'il y a une très bonne raison, mais expliquez-moi. C'est très bien, au revoir, monsieur. Madame. Ah, Julien, c'est dommage, cette dame ferme la porte. C'est étonnant, hein. Impossible d'en savoir plus. Notre équipe quitte les lieux. En plateau, nous décidons de rappeler la famille, toujours dans l'espoir d'avoir le père de Frédéric. Pas de chance, c'est encore l'une de ses sœurs qui répond, celle que nous avons déjà eue précédemment au téléphone. Je suis journaliste pour Sans aucun doute, madame. Bon bah super, très bien, on peut discuter. Vous allez certainement discuter de notre façon, mais venez là, on vous attend. Pourquoi vous dites ça, madame? Mais venez. Madame. Allô? Derrière ces paroles perce un ton menaçant. Ne souhaitant pas envenimer la situation, nous rappelons cette famille afin de proposer un lieu de rencontre neutre. Oui, allô? Allô? Oui? Ah bah c'est encore moi, oui. Et c'est encore vous, mais attendez, vous allez rire, j'ai une super idée pour vous. Ah, allez-y, je vous écoute, vous avez une super idée, alors je vous écoute. Je vous propose qu'on se retrouve. Oui, où ça? Écoutez, je suis sur le parking. Alors non, vous devez nous écouter. Mais avec les... On vous a croisé il y a pas 5 minutes. Alors si vous avez le culot, je pense que cet après-midi, ce soir, vous êtes venu chez ma mère avec votre caméra, vous avez le culot de venir. Mais... Et bien vous viendrez avec votre culot ici. Mais absolument, j'ai eu le culot de venir. Et vous savez pourquoi j'ai eu le culot de venir, madame? Simplement parce que je vais vous donner la parole. Mais vous êtes un petit... Vous êtes un petit peu menaçante à mon goût. Donc je vous propose...
Mais allez-y, exprimez-vous. Ah non, mais on se mettra pas sur le parking. On ne se mettra... Allô? Devant de tels propos, il est évident qu'une rencontre ne peut pas avoir lieu. Nous décidons d'attendre afin que les esprits se calment. 1 heure plus tard, nous retentons notre chance sans trop d'espoir. Allô? Oui, non, alors juste madame, j'ai une petite nouvelle de la part de Julien Courbet annoncée à monsieur... Ah, il a... oh, bah vous êtes sympa pour votre frère, c'est sympa pour lui. Vous vous en fichez? Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude de vos parents? Mais alors, pourquoi il a été en prison, votre père? Pourquoi il a été en prison, votre père? Qu'est-ce qui se passe? Peine perdue, les esprits sont chauffés à blanc, les rancunes trop fortes. Ce n'est que partie remise. Nous retournons sur notre plateau. Merci Timothée en tout cas d'avoir tout tenté, mais pour nous, ce n'est pas terminé. Il faut maintenant vraiment passer à la vitesse supérieure et écouter attentivement les conseils de Gérard Michel. Et ça, vous devez le lancer dès demain et vous n'aurez aucun problème, je vous l'affirme. Donc Gérard, que doivent-ils faire? Eh bien, ils ont un jugement qui a 5 ans, qui est exécutoire. Ils ont une hypothèque sur l'immeuble des parents. Demain matin, un avocat peut lancer la procédure de saisie immobilière. À partir du moment où l'hypothèque est inscrite, c'est automatique. Il suffit de notifier le début de la vente immobilière aux parents et à ce moment-là, ils ont 2 mois pour régler. Soit ils règlent, soit la vente aura lieu. Ils ne pourront pas s'y opposer. Ils pourraient tout au plus dire « on a nous-mêmes un client », mais ils devraient le prouver et vendre la maison à ce tiers. Donc la maison sera vendue et vous serez payé. Et s'ils veulent éviter la vente, là, ils trouveront l'argent. En tout cas, nous, on est là pour vous aider. On reste en contact permanent avec notre journaliste Timothée Vienne, qui va vous accompagner dans toutes ces démarches. Et je vous assure qu'on ne va pas vous laisser tomber, monsieur. Vous avez ma parole. Merci. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Parce que sans vous, je crois que j'y serais pas arrivé. Mais on va y arriver tous ensemble, vous allez le voir. Madame, merci bien. On y croit? Faut garder espoir. Mais vous allez voir que ça va marcher. Ne vous inquiétez pas, vous avez des droits et vous allez les faire respecter. Allez, reposez-vous. Timothée prend contact avec vous et je vous retrouve très vite sur ce plateau pour m'annoncer la bonne nouvelle, d'accord? Merci bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.